Tous les signes étaient là. Mais comme je n'avais jamais vécu ça avant, je ne pouvais pas dire qu'il est autiste ou pas. L'autisme, ce n'est pas une maladie à guérir. Ce n'est pas un sort. Ils ne sont pas condamnés à leur sort. Très bien. Voilà. Montre-nous la tomate. Ils ne mettent pas longtemps à faire la même chose. Donc chez eux, c'est des activités qu'on prend à très courte durée et qu'on fait de manière répétitive. On les aime tous, hein, mais on a plus tendance à aimer un peu plus l'autre, de par sa différence, à le surprotéger, à être plus sensible à sa souffrance. Jean-Marie Njambaïha, je suis professeur des écoles normales d'instituteurs et par ailleurs éducateur spécialisé. Kiboum Jeanne, épouse Tognet. J'ai 3 enfants, parmi lesquels un qui est autiste, mon deuxième garçon qui s'appelle Julien. Et c'est grâce à lui, alors à cause de lui, que nous avons créé également l'association qui porte son nom, la Maison Bleue de Julien, dont je suis la présidente. Amdaha Catherine, je suis dans la cinquantaine et je m'occupe des enfants déficients intellectuels ici dans ce centre, Hope Center. À quel âge j'ai découvert que Julien est autiste? Julien est né autiste. Il est vraiment né autiste, mais sauf qu'on n'arrivait pas à mettre un nom sur sa différence. Dans le diagnostic formel, c'est qu'elle avait peut-être 3 ans, 4 mois, quelque chose comme ça, donc à plus de 3 ans, moins de 4 ans. Il y a eu un long temps, parce que là, on fait souvent un deuil de l'enfant désiré. Parce qu'on est enceinte, on a des projets, oh, je vais jouer au football avec lui, je vais monter, je vais descendre avec lui, je vais faire ci. Et après, comme ça, un jour, on vous rappelle que non, mais il est différent, vous ne pourrez pas mener toutes ces activités avec lui. Il y a quand même un certain deuil qu'on fait là, le deuil de l'enfant désiré. Chez moi, ça a pris quand même assez de temps. Je me suis sentie tellement démunie, je n'étais pas outillée, donc ça a pris du temps. Mais lorsque je me suis ressaisie, que j'ai compris que cet enfant avait besoin de moi, je m'étais donné un objectif, le rendre autonome. Et le rendre autonome, c'était qu'il faut qu'il sache se laver, qu'il sache manger seul, qu'il puisse laver un plat, qu'il puisse laver le sol, qu'il puisse dresser le lit, qu'il puisse même préparer. En me disant que si demain je ne suis pas là, il ne faut pas qu'il soit une charge totale à 100% vis-à-vis de la personne qui va le recueillir. L'autisme est un trouble neurobiologique qui affecte la communication, les compétences sociales, les interactions sociales et puis le comportement de l'individu. Mais d'habitude, on parle des TSA, c'est-à-dire les troubles du spectre de l'autisme, parce que nous avons plusieurs types d'autisme. On peut citer par exemple les troubles précoces de l'enfance, qu'on appelle encore trouble de Kanner, qui est un type d'autisme. On peut parler du trouble d'Asperger. On peut parler du trouble désintégratif de l'enfance, au trouble de Heller, au syndrome de Heller, je veux dire. Et puis maintenant, on peut parler des troubles envahissants du développement non spécifié. Donc, lorsqu'on parle d'autisme, on parle le plus souvent d'un spectre, parce qu'on a plusieurs types d'autisme. C'est pour cela qu'on préfère parler de troubles du spectre de l'autisme, avec un soutien adéquat et précoce. L'enfant autiste peut développer des compétences sociales normales comme tous les autres enfants. La méthode qu'on utilise le plus, c'est des limitations. C'est-à-dire qu'on fait des activités avec eux, ils nous voient faire et ils imitent comment nous faisons.
L'autisme, c'est un inconnu, donc ils ont peur de ça. Donc, il faut commencer à sensibiliser au sein de la famille. Et puis maintenant, aller auprès des voisins, et puis ainsi de suite. Donc, ce n'est pas facile. Il y a des périodes où je pleure, même maintenant je pleure. On peut croire que 15 ans plus tard, je ne pleure pas. Non, il y a des périodes où je le regarde comme ça, je pleure. Je me dis, aujourd'hui, si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va devenir? Et quand il n'arrive pas à exprimer un besoin, que je sens qu'il est mal, je pleure à sa place, j'ai mal à sa place. Mais il y a des moments aussi de joie. Quand Julien, par exemple, arrive à reconnaître les lettres de son prénom, Julien, ah, mais je suis très heureuse. C'est comme s'il m'a ramené une licence, un doctorat. Quand il arrive à reconnaître un croix parmi d'autres chiffres que nous sommes en train d'apprendre, Julien, montre-moi le croix. Il montre. Moi, je suis très heureuse. Ce sont des petits progrès, mais qui font ma fierté et qui prouvent que c'est vrai, j'ai peut-être quelques lacunes en tant que parent parce qu'il n'y a pas toute la pédagogie pour l'enseigner, mais qui prouvent quand même que je suis sur la bonne voie. Il y a des écoles à travers le pays, beaucoup d'écoles qui forment des éducateurs spécialisés qui vont s'occuper des enfants à besoins spécifiques en général. Nous avons des enfants trisomiques, nous avons des enfants déficients sensoriels et nous avons des enfants autistes, une large gamme d'enfants à besoins spécifiques. Il y a donc des écoles qui forment des éducateurs spécialisés qui vont s'occuper de ces enfants-là à travers le Cameroun. Ici au centre, on a voulu que les enfants aient une formation professionnelle, c'est-à-dire dans l'élevage, le jardinage et l'artisanat. Dans notre entourage, nous savons qu'il y a des écoles spécialisées qui prennent en charge des enfants différents. Oui. Mais arrivé à un certain âge, c'est-à-dire que quand ils sont déjà adultes, généralement, ces enfants ils n'ont plus là où ils vont être encadrés. C'est surtout là le problème. Il a plus d'attention, il a plus mon attention que les deux autres, parce que les deux autres peuvent se débrouiller, peuvent se défendre, mais lui ne peut pas. Il ne connaît même pas taper sur quelqu'un, donc si quelqu'un lui fait même du mal, il ne sait pas comment se défendre. Or, son aîné, sa petite soeur, ils vont se défendre. Et c'est vrai, non, ça, parce qu'il y a même des gens qui ne savent même pas que j'ai d'autres enfants, qui pensent que Julien est mon seul enfant, parce que je n'ai que Julien dans ma bouche, Julien dans ma bouche, Julien dans ma bouche. La semaine passée, j'ai amené Julien vendredi à l'hôpital, sa soeur devait partir samedi, et à l'hôpital également. Et je disais à une collègue que, oh, je suis allée avec Julien. Elle me dit que, mais Jeanne, tu n'as que Julien. On dirait que tu n'as pas d'autres enfants. Je lui dis, non, non, demain aussi, je vais avec Amorel à l'hôpital. Donc, tu vois que c'est un peu équilibré. Mais quand on me dit ça comme ça, c'est là que je me rends compte qu'il y a quand même un certain déséquilibre qui n'est pas fait sciemment. Ce n'est pas mon cas particulier, c'est le cas de pratiquement tous les parents qui ont les enfants à besoins spécifiques, qui ont les enfants différents. Et la fratrie, souvent, souffre énormément. Souvent silencieusement, sans dire. Moi, je sais, il y a des moments où j'accuse, par exemple, de que mais j'ai l'impression que tu ne prends pas très soin de ton petit-fils, de ton petit frère, tu es un peu discret vis-à-vis de lui, machin, il faut être plus papa poule. Pourtant, il doit grandir. Les parents ont tendance à abandonner ces enfants-là, à ne pas vouloir s'en occuper. L'éducation, de manière générale, n'incombe pas seulement aux enseignants. C'est pour cela qu'on parle de communauté éducative. C'est-à-dire que c'est une synergie, une symbiose entre les parents et les professionnels, c'est-à-dire les éducateurs. Chacun a son rôle à jouer. Il y a des moments où c'est vraiment difficile. On a l'impression qu'on piétine sur place. On a l'impression que les enfants, ils n'avancent pas, ils ne comprennent rien. Parfois, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Mais il y a aussi des moments où on se rend compte que, à force de patience et de persévérance, ils arrivent quand même à accomplir certaines actions. Alors là, on se dit que bon, on n'aura pas perdu son temps. Ça a été un travail collégial, même si l'handicap est plus porté par la maman, mais ça a quand même été un travail collégial. Quand je vois ce que Julien fait maintenant, je me dis que nous n'avons pas perdu du temps. Je nous félicite même. Et je regrette seulement que nous n'avons pas commencé plus tôt. D'abord, je vais m'adresser au papa. N'abandonnez pas les mamans. Parce que nous voyons souvent les mamans qui sont seules. Elles ont fait les enfants. Vous étiez à deux, l'homme et la femme. Dès qu'on dit que l'enfant est autiste, le papa commence à dire qu'eux, ils ne font pas ce genre d'enfant.
Ce genre d'enfants, c'est une bénédiction. On ne sait pas demain ce qu'ils seront. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et maintenant, aux mamans, c'est nous qui affrontons au quotidien l'handicap de nos enfants. Ne baissez pas les bras. Ce qu'il faut le plus, c'est l'amour, la patience et la persévérance avec ses enfants. Je me nomme Mungu Mama Nourdine, sociologue de la santé, Université de Yaoundé 1. Les similitudes entre les cultures au niveau de la perception de l'autisme est perçue au Cameroun selon, je peux dire, les cultures. Bon, si je prends la macro-culture de l'Ouest, l'enfant autiste là-bas est perçu comme un enfant ensorcelé, mais compte tenu du fait qu'il y a l'attachement lié à une solidarité assez profonde, on arrive à maintenir l'enfant et chercher des mesures thérapeutiques pour pouvoir l'intégrer socialement comme d'autres enfants. Mais lorsqu'on arrive ici, là, au centre et même au Pays-Bassa, là-bas, c'est plutôt l'enfant même qui est sorcier. Dans la similitude, vous voyez que ça rentre beaucoup plus dans le cercle de la sorcellerie. Au niveau du Grand Nord, comme c'est majoritairement musulman, au Nord, dans leur culture, ils perçoivent cette maladie comme une maladie rare, une maladie qu'on ne définit pas et que ce n'est que Dieu, bon, ils appellent Allah, entre guillemets, qui a donné cet enfant et que cet enfant doit vivre et qui doivent l'accepter ainsi. Au Cameroun, relève d'une variété. La réparation de l'existence des enfants autistes, c'est-à-dire qu'on doit les attribuer ce droit d'existence. Et à côté de cela, il y a aussi, on peut dire, la diffusion d'une sensibilisation de grande envergure pour pouvoir les admettre comme des autres enfants dans la société. Dans une autre dimension, on peut aussi parler du processus d'intégration des enfants autistes en milieu scolaire, car pour beaucoup, ces enfants n'arrivent même pas, comme ils ont donc des difficultés même langagières, d'apprentissage et autres, et ils n'ont pas souvent des possibilités d'intégrer les établissements scolaires. Nous pouvons citer tout d'abord même le culturalisme. Le culturalisme, pourquoi? Parce que la maladie autiste n'a pas encore la connaissance parfaite au Cameroun. Et le terme d'abord autiste même n'est pas familier, ce qui fait qu'on considère même cette maladie, qui est même ancienne, plutôt comme une maladie étrangère, une maladie qui est arrivée. Et comme c'est arrivé, c'est pourquoi ce n'est pas en rapport étroit avec les cultures africaines. Et lorsqu'il n'y a pas corrélation des deux cultures, il y a choc des cultures, il y a rejet des cultures. Ça veut dire que cette maladie n'est pas perçue, n'est même pas acceptée et ne fait même pas partie intégrante des sociétés ou bien des cultures camerounaises. Et je veux aussi parler de l'approche de vulnérabilité, la vulnérabilité sociale. Cette approche qui peut également permettre de comprendre à partir des attitudes de ces enfants autistes partant de leur fragilité ou bien leur forme de vulnérabilité. Mais au Cameroun, on se rend compte que chaque année, on compte près de 3000 enfants autistes
qui arrivent au monde. Et c'est déjà un chiffre non négligeable. L'État camerounais peut envoyer des formateurs au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des arrondissements, voire des localités, des villages, pour pouvoir apporter une méthode accélérée de sensibilisation et même d'enseignement pour qu'on arrive à former les éducateurs sur comment traiter les enfants autistes. Comme le Cameroun n'a pas la même culture partout, la zone septentrionale est essentiellement musulmane et ils se réunissent beaucoup plus autour des makarantans. Oui, c'est le dénominatif de l'école coranique en langue arabe. L'État pouvait donc approcher ces leaders, ces enseignants, essayer de les apprendre comment tenir les enfants autistes. Et à partir de là, les lamidos, les chefs du village également, devraient aussi porter ces enseignements à travers les émissaires de l'État pour toucher chaque famille respective.